Normalement, ça... Bon, Merci bon beaucoup, live, bon live. merci, Ciao. bon live à toi. Enfin, bonne soirée à toi. Excuse-moi, Merci c'est moi le live. Des bisous, Des bisous, des bisous. Ciao. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue chez Joyeux Sociologue, surtout sur le piquet de stream. Voilà, on s'éclate, on s'amuse, toujours. Et ce soir, on va parler d'un sujet sérieux, voilà, puisque c'est un sujet évidemment très important, puisqu'on parle des retraites. Voilà. Donc, je remercie particulièrement les éditions du Croquant. Voilà pour cet ouvrage disponible à 3 € seulement chez votre marchand de journaux. Non, n'hésitez pas à l'acheter, il l'envoie par la poste pour 3 € de plus. En tout cas, moi c'est comme ça que j'ai fait. En tout cas, ils sont géniaux, voilà. Et merci évidemment à Marcel, évidemment, pour ce live de qualité, voilà, qui nous a offert avec Radio Parleur. Moi j'ai regardé en faisant mon petit linge, etc. Vous le voyez, hein, derrière c'est le bordel, enfin bref. C'est pas grave. Parce que là, ce soir, on est là pour parler de choses importantes. Donc, on a 2 heures. Voilà, 2 heures ensemble. 2 heures amicalement, bien entendu. Familièrement. Ce que vous voulez, camaradement. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, le chat. Voilà. Mais je pense que vous allez bien. Alors, du coup... bon, je vais pas faire ma promo, vous me connaissez. Moi, c'est Joyeux Sociologue, tout ça. Je fais de la sociologie sur Twitch, etc. Et donc, ce soir, justement, en tant que... à la fois quelqu'un avec une casquette de sociologue et à la fois avec une casquette de quelqu'un qui est militant, et ben ce soir je vais parler des retraites avec une lecture. Alors je vous promets, les lectures c'est pas si chiant qu'on le pense, voilà, sur Twitch. Voilà, donc on peut apprendre des choses, on peut échanger sur ces choses. Et évidemment, oui, le chat, est-ce que vous êtes chaud? Évidemment, voilà, merci Donio. Alors je vais juste me faire... je me fais chauffer un café 30 secondes. Vraiment 30 secondes, je vous assure, il est très rapide. Et je reviens de suite. Voilà, j'ai besoin d'un café quand même pour me booster un petit peu. Voilà, ça me permettra de remplir ma bouteille d'eau aussi au passage parce que j'ai soif. Donc voilà, je vous laisse patienter 30 secondes. Vraiment, c'est très rapide, hein, voilà. Voilà. Et s'il y a des gens qui animent pendant ce temps, qui passent dans le chat comme ça en 50, je ne les en voudrais pas. Mais voilà, c'est 30 secondes, vous en faites pas. Je reviens de suite. Le café arrive, le café est bientôt là. Alors, salut, piqué de stream, Joyeux Sociologue, ce qui est bien avec cette démarche de don, vous échappez à la domination de Twitch. Oui, c'est vrai. Pour le coup, pour une fois, on ne donne pas des dons ou des subs à Twitch. Ça, c'est cool. C'est pas mal. N'oubliez pas qu'il y a des donation goals aussi qui sont en cours. Vous pouvez les retrouver sur Twitter, sur la page de piqué de stream. Et voilà, merci beaucoup pour l'attente. Désolé d'avoir disparu, évidemment, pour ce café, voilà. Je tiens à m'excuser, évidemment. Donc voilà. Donc oui, donc on parle retraite ce soir. Donc d'où mon café. Hein. Parce que vous savez, le café, c'est le nerf de la retraite, évidemment. Puisque on en prend pour essayer d'être éveillé pendant le travail. Et on en prend aussi pour arrêter de cauchemarder du travail. Voilà. Donc...
Du moment que Twitch n'a pas un seul centime, oui, c'est un bon objectif. Franchement, c'est un bon objectif. Alors, donc... Alors, vous allez voir, hein, une lecture avec moi, c'est plutôt tranquille, hein, c'est plutôt classique. Qu'est-ce que j'ai fait de mon... Bon, c'est pas grave, j'ai oublié les choses importantes. Ce n'est pas grave. Faut juste que je... Alors, hop. Tac. Alors, attendez, je reviens. Hop là. Ok, c'est parti tout le monde. Donc, alors, ce qu'on va lire évidemment, c'est un petit ouvrage donc qui a été écrit, donc je représente vite fait, hein, par Christiane Marty, qui est ingénieur, membre du conseil scientifique d'Attaque et de la Fondation Copernic. Fondation Copernic, c'est un think tank, mais qui est l'inverse de Terra Nova. Pardon, c'est-à-dire que c'est un think tank de gauche. Alors, un groupe de pensée, un groupe entre guillemets qui s'occupe de conseiller, on va dire, les politiques publiques. Et la Fondation Copernic, c'est eux notamment qui ont soutenu les grèves de 2019 assez, de manière très avisée. Ils se sont fait contre certains groupes d'intellectuels de droite, donc c'est vraiment de la grosse gauche, hein. Ils sont présents à la fête de l'UMA, ils sont présents avec toutes les mobilisations habituellement, ou beaucoup en tout cas, donc voilà. Et ce sont des intellectuels, mais des contre-intellectuels, voilà, contre les Finkielkraut, etc. notamment. Alors, ceci étant dit, je vais vous lire cet ouvrage, donc, qui va passer par ces 63 pages. Alors, hors annexe, c'est 53 pages, donc voilà, tranquille. Donc, j'espère en tout cas que ça va vous intéresser. Et puis, let's go! Qu'est-ce que vous en pensez? On peut commencer? Emmanuel Macron affiche une grande fermeté sur la nécessité de faire une réforme des retraites. Peu lui importe si la justification qu'il en donne aujourd'hui contredit celle de son précédent mandat. Il voulait alors une réforme prétendument au nom de l'équité avec un régime par points. Il veut aujourd'hui ce qu'il refusait fermement, à savoir une réforme paramétrique, reculer l'âge de départ pour faire des économies. Parce qu'en 2019, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait l'objectif d'une retraite par points qui passerait par des fonds de pension privés. Donc en gros, en fait, vous allez cotiser non pas directement dans les fonds publics, mais dans les fonds privés, et vous allez donner de l'argent à BlackRock, littéralement. Donc voilà. Et ça, c'est intéressant parce que le point, si tu diminues la valeur du point sur les dernières années, etc., en fait, ça fait que tu auras une plus petite retraite. Mais finalement, Macron a reculé. Parce qu'en 2019, il y avait un fort mouvement social, et on a tout kéblo. Puis après, il y a eu le Covid, mais c'est surtout le fort mouvement social. Je tiens à préciser un truc pour le chat pendant que je fais ces lectures. N'hésitez pas à m'interrompre, à parler, à écrire, à réagir, à dire oui, mais moi je suis d'accord, moi je suis pas d'accord, etc. C'est un échange, c'est pour ça que je le lis sur Twitch, sinon je pourrais vous faire une vidéo YouTube et basta, en fait. Même si je suis mauvais en montage. Donc voilà, donc n'hésitez pas à commenter. Voilà, c'est avec grand plaisir et joie que vous êtes là. Le discours officiel met en avant la nécessité de rééquilibrer les comptes du système de retraite pour, entre guillemets, pérenniser notre modèle social. Mais en même temps, il invoque un autre registre, celui du besoin de financer d'autres chantiers importants. La transition énergétique, la santé, l'école. Puisqu'une augmentation des impôts est exclue, au nom de la défense du pouvoir d'achat, la solution serait sans surprise la croissance. Produire plus de richesses et donc travailler plus longtemps. Car argument inusable, nous vivons plus longtemps. Bah oui, il faut travailler plus longtemps, on vit plus longtemps, vivez plus longtemps. Le Covid, clairement, c'était une bonne excuse pour reculer sans devoir admettre qu'il avait plié. Totalement. Ce discours
purement néolibéral est faux et hypocrite. Il relève de l'infox. L'infox, vous savez ce que c'est l'information délibérément biaisée, mensongère, qui contribue à la désinformation. Dans la première partie, on réfute la présentation d'un financement des retraites menacé en montrant l'injustice et le coût humain d'un recul de l'âge de départ et d'un allongement de la durée de cotisation. Refuser ce projet ne signifie pas pour autant se satisfaire de la dégradation continue des retraites, sous l'effet des réformes passées, décrochage du niveau de vie des retraités, forte inégalité entre catégories sociales et entre femmes et hommes. C'est l'objet de la deuxième partie. Enfin, la dernière partie aborde les pistes possibles pour améliorer le système et souligne l'importance de réfléchir à la question des retraites en lien avec l'emploi, des conditions de travail et plus globalement, le projet de société. Partie 1. Réfutation du discours du gouvernement. Que dit vraiment le rapport du corps ? Le système de retraite n'est pas en danger. Dès le début de son rapport, en 2022, le Conseil d'orientation des retraites, COR, signale que c'est la part des dépenses de retraite dans le PIB qui constitue un indicateur déterminant pour évaluer la soutenabilité financière du système de retraite. PIB, c'est le produit intérieur brut. C'est tout simplement le facteur économique de production qu'on a dans une société. Et en gros, c'est la richesse. C'est la production de valeur. Dans le PIB ne sont pas comptés, par exemple, le trafic de drogue. Ne sont pas comptés diverses choses comme, par exemple, le travail des femmes, le travail domestique notamment aussi. Donc voilà, mais le PIB, normalement, c'est une estimation de combien de croissance on va avoir et combien de bénéfices on va avoir net, de recettes pour l'État et combien on va pouvoir financer. Or, le rapport indique clairement que les dépenses de retraite sont dans une dynamique sous contrôle. En gros, tout va bien. Tout ce qui est considéré comme économiquement souterraine. Économie souterraine. Non, attention, c'est l'inverse. Le PIB, c'est pas l'économie souterraine, il me semble. C'est l'économie souterraine n'est pas considérée. C'est le trafic et tout ça, c'est pas considéré dedans. Et salut à toi, Hypos 2000. Il souligne que, malgré le vieillissement progressif de la population, la part des dépenses de retraite dans la richesse nationale serait stable ou en diminution jusqu'en 2070. Ce qui, note-t-il, peut sembler contre-intuitif, du fait du vieillissement démographique. Mais cela s'explique par la moindre augmentation du niveau de vie des retraités, relativement aux actifs. Formulation édulcorée pour désigner le décrochage en cours des pensions et des niveaux de vie des retraités par rapport aux actifs, résultat des réformes passées. Le corps précise néanmoins que le débat public se structurant autour du solde, donc en gros, ce qui reste des retraites, littéralement, ne peut pas faire l'économie de proposer une estimation des soldes futurs. En gros, il peut dire, là ça va, demain ça ira pas, ça il peut pas trop le dire. Donc ça c'est une citation. Tout en mettant en garde contre les fortes incertitudes qui entourent les travaux de projection présentés dans ce rapport, il présente donc ses projections sur le solde du système de retraite, selon plusieurs scénarios sur les gains de productivité et selon leurs deux conventions comptables. Les membres du gouvernement, comme les partis de droite, prétendent s'appuyer sur ces projections pour affirmer un besoin urgent de financer des retraites. Pourtant, rien ne justifie ces pronostics alarmistes. Après un excédent non prévu en 2021 et 2022, donc il y avait trop de thunes dans la caisse, le système enregistrait jusqu'en 2032 un déficit évalué entre 0,2 et 0,8 points du PIB en fonction des scénarios. Ce déficit est minime. Pour mémoire, les réserves totales du système de retraite, c'est-à-dire celles du fonds de réserve pour les retraites et celles constituées au sein des régimes par répartition, s'élèvent à 8,3% du PIB. Ces réserves sont normalement destinées à couvrir des besoins ponctuels et financements. Sinon, à quoi servent-elles ? Donc en gros, vous imaginez, vous avez de l'excédent. Je vous le fais sans musique. Vous avez de l'excédent, vous avez 8,3 points du PIB d'excédent, d'accord ? Qui sont des fonds réservés normalement pour financer quand il y a le régime de retraite qui ne peut pas être financé. Or, on est en excédent jusqu'en 2032.
Et le déficit qui est évalué est de 0,5 points entre 0,5 en 2032 et 0,8 points. Or, vous avez 8,3% du PIB en trop. Calcul ingénieux. Genre juste comme ça. Vous êtes normalement censé avoir ce fonds pour capitaliser dessus quand ça va plus, en fait. Et même pas capitaliser dessus, juste l'utiliser, cette réserve. Donc en fait, quand on vous dit « Oui, mais il n'y a pas de financement, les retraites, nanana, il faut trouver un financement », bah déjà, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Argument de merde. Mais sans déconner, quand les choses vont comme ça, vous avez 8,3, vous avez 0,5 et 0, entre 0,5 et 0,8 qui a besoin. Bah, vous tapez dans le 8,3. Enfin bon. Voilà. Et là, ça sera un mouvement encore plus important. Quand je vois de nombreuses personnes faire grève, aller en manif, qui vont habituellement jamais, c'est incroyable, totalement. Même la CFDT. Même la CFDT. Alors. Un déficit paradoxal. Jusqu'en 2027, le déficit anticipé provient essentiellement de la baisse de la part des ressources de cotisation dans le PIB. Cette baisse est due à une quasi-stabilité de la masse des rémunérations des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. Elle résulte des mesures d'économie qui leur ont été appliquées. Comme le taux de cotisation de cette fonction publique est supérieur à celle du privé, ces mesures induisent un effet négatif sur la part des ressources du PIB. En gros, ce qu'on vous dit, c'est tout simplement, quand vous supprimez un fonctionnaire, vous supprimez 60% d'une cotisation. Vous voyez ? Parce que dans le privé, vous imaginez qu'elle cotise 50%. Bon, c'est des faux chiffres, hein, c'est pas 50-60, mais voilà. Eh ben, vous éliminez 60% d'un coup. En fait. Je reviens, j'entends même la CFDT, c'est de la magie des retraites. C'est ça. En pointant le caractère paradoxal de ces mesures de maîtrise de la masse salariale publique, qui se traduisent par une dégradation du solde des retraites, il y a là un effet de vase communicant. La réduction du déficit public se faisant au détriment du déficit des retraites. Ensuite, sur la seconde période, 2027-2032, le déficit résulte d'une incohérence entre les hypothèses du chômage. Le corps a dû reprendre l'hypothèse du programme de stabilité du gouvernement sur 2022-2027, publié en juillet 2022, qui tape sur un taux de chômage de 5% en 2027, puis il a dû raccorder ce taux à celui qu'ils utilisent pour son scénario central, qui est de 7%. Il en résulte alors qu'une période de transition fictive où le chômage remonte après 2027 de 5 à 7%, qui se traduit dans la projection par un ralentissement de la croissance et donc du PIB, ce qui fait apparaître une augmentation des dépenses de retraite relativement au PIB. Donc en gros, on vous dit là qu'il y a deux schémas sur lesquels se base le corps. Déjà, le fait que paradoxalement, on diminue le nombre de fonctionnaires dans la fonction publique, ce qui induit un coût énorme. Deuxièmement, le fait qu'en plus, tu te retrouves avec un taux de chômage explosif, entre 5 et 7%. Mais dans les faits, rien ne dit qu'en 2027, on sera à 5 et 7% de chômage. Peut-être beaucoup moins. Et vu que les radiations qu'ils font, les enfoirés, et vu comment ils veulent faire des économies dessus, bah ça serait bien à 2%, moi je pense. Enfin, tu sais, je vous sors un chiffre comme ça, hein, mais c'est du bidon. Hein. Accessoirement, on peut aussi noter que les exonérisations de cotisations sur les bas salaires et les heures supplémentaires accordées aux employeurs ne sont toujours pas intégralement compensées par le budget de l'État et coûtent alors un peu moins de 0,1 point de PIB aux ressources du système. Pour la suite, jusqu'en 2070, il va loin ce rapport hein, quand même. Les résultats divergent fortement selon la convention comptable retenue et selon les gains de productivité, allant d'un déficit de 1,8% à un excédent de 1,5%, ce qui témoigne des fortes incertitudes sur l'évolution à venir. Compte tenu de cet éventail et compte tenu de la stabilité des résultats à différents paramètres, la fécondité, le chômage, etc., étudiés par le corps, il faut relativiser le résultat sur le sol des retraites. Il est nécessaire de discuter des hypothèses faites, car jusqu'en 2070, le partage de la valeur ajoutée entre le travail et le capital est considéré comme stable, la durée de travail également, et le taux d'activité des femmes est figé à leur valeur actuelle, très inférieur donc à celui des hommes. De plus, les déficits ne menacent pas la pérennité du système, ils sont dus non pas à une dérive des dépenses, mais à un plafonnement des ressources et cotisations.
décidée politiquement. C'est la passion néolibérale pour la baisse des prélèvements obligatoires. En gros, ce qu'on vous explique, c'est que on pourrait augmenter les cotisations. Salut Perceforge. On pourrait augmenter les cotisations. On ne le fait pas. Ok, c'est une décision politique, soi-disant. On pourrait augmenter le salaire des femmes ou même compenser les petits salaires. On ne le fait pas. Ok, bon, d'accord, on vous a proposé 2 trucs pour les retraites. Sachant que c'est un truc qui arrivera en 2032, je le rappelle. Et de 0,5 ou 0,8%, sachant qu'on a 8,3% d'excédent disponible de suite pour payer ça. Voilà, juste comme ça. Comme ça. Voilà. Donc on est en excédent. On leur propose des solutions, ils veulent pas. Et toi, t'es en mode... Ok. C'est super. Et sachant que là, on imagine vraiment que le monde, il est tout stable, tout gentil jusqu'en 2070. Buvez de l'eau. Dans 20 ans, il n'y en a plus. Allez, ça c'est fait. Donc, la caisse des retraites doit financer les retraites. Jusque-là, c'est pas trop, ils se sont pas trop défoncés sur le titre. Dans le programme de stabilité 2022-2027, présenté en juillet 2022, le gouvernement s'engage à limiter l'augmentation des dépenses publiques dans toutes ces sphères à 0,6% en volume par an. Alors, ça veut dire quoi, typiquement ? Typiquement, ce qu'on est en train de vous dire tout simplement, c'est... Quoi ? On dépense du fric dans des services publics ? Attendez, j'ai une idée. Par an, on va décider qu'en fait, on va augmenter l'augmentation de la dépense publique de 0,6% maximum. Ça veut dire que quand on vous dit, oui, la recherche scientifique en France, elle va coûter 1% du PIB, mais en fait, l'augmentation, pour que ce soit toujours 1% du PIB, elle sera sans doute de 0,4 ou 0,6. Voilà. C'est tout con. Oui, parce que le PIB, il augmente, en fait, chaque année. Je sais, c'est de l'économie, c'est hyper relou. Mais grosso modo, imaginez que vous avez 2% de croissance en économie. Bon, vous prenez 2000 milliards d'euros de bénéfices, comme c'était le cas en 2010. D'accord ? Bon, bah, vous mettez 2% dessus et vous trouvez un chiffre par an que ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Et ainsi de suite. Voilà. Sauf qu'il faut 3 ans pour calculer exactement la bonne augmentation de croissance. Enfin, à peu près... Non, 3 trimestres. Je dis une connerie. Excusez-moi, ça remonte mes cours d'économie. Or, les dépenses de retraite augmenteraient en volume de cette période de 1,8% par an. Ce qui, d'après cet engagement, limiterait les possibilités pour les d'autres dépenses. Le gouvernement annonce vouloir dégager des économies sur les retraites pour investir dans l'avenir. L'avenir ? Vous aimez pas l'avenir, vous ? Vous voulez pas d'avenir, c'est ça ? C'est ça la jeunesse de la France ? C'est ça la jeunesse de nos hôpitaux ? C'est ça la jeunesse qui refuse de travailler et de se coucher tard ? Pardon, je pars totalement en vrille. Donc, réduire le déficit sur les retraites donnerait des marges de manœuvre pour permettre de financer des dépenses dans l'enseignement, l'hôpital, la transition énergétique. Ce discours amalgame à dessein le financement de la protection sociale assurée essentiellement par... Qu'est-ce qui fait que vos hôpitaux ils sont payés et tout ça ? C'est les cotisations sociales. Vous qui avez mangé toutes les... Vous qui avez mangé toutes les assiettes du pain ou un truc du genre. C'est ça que vous devriez avoir honte. Hein ? Qu'est-ce que vous dites sur les cotisations sociales et le financement des politiques publiques qui est assuré par l'impôt ? Est-ce que je te ferais du crier à celui-là ? Pardon les bébous. Je suis désolé. C'est tellement ma meilleure voix, évidemment. Évidemment. Clippez ça, hein. Clippez ça. Enfin non, ne clippez pas. Surtout pas, voyons. La politique de ces dernières décennies, droite et gauche confondues, oui, Hollande c'est censé être de la gauche, lol, a considéré à continuellement diminuer les impôts sur les plus riches, sur le capital et sur les sociétés, surtout les plus grandes. Et à nouveau, Emmanuel Macron s'est engagé sur une baisse des impôts de production pour les entreprises. Il représente entre 7 à 8 milliards par an. Donc, le mec, il destroy... Déjà, il dit on va plafonner l'augmentation des services et des cotisations à 0,6% max. Pas des cotisations, mais clipper c'est l'encourager. Non, c'est l'inverse. Clipper, je vais être visible, donc je vais pas oser. Mais là, je vais oser, hein, vous allez pas clipper. Mais donc,
On vous dit, voilà, on plafonne à 0,6 maximum. On vous dit, du coup, les retraites, faudrait 1,8 soi-disant. Bah, on les donne pas. Et là, le gars, il est en mode, oh bah regardez, oui, mais nous, c'est les économies qu'on fait, c'est pour financer le reste. Et le reste, soi-disant, c'est coucou. Alors les entreprises, on va faire des économies pour vous exonérer d'impôts. Ça c'est magistral. Voilà, genre quand on dit que Macron c'est le président des riches, nanana, des patrons, bah, c'est plutôt vrai quoi. Genre le gars il est là en mode je vous exonère de 7 à 8 milliards par an. C'est pas génial? Vous imaginez? Genre 7 milliards ça fait combien déjà? Un petit rappel, combien de millions il y a dans 7 milliards? 7000 millions. C'est juste pour vous donner une ordre d'idée de grandeur du volume du chiffre. Vous voyez? Donc là, on nous dit, bon ben 8000 millions d'euros par an, on va vous faire économiser. Sympa! Bon, ça, c'est ma droite. Hein. Ça, je les kiffe bien. Je les kiffe très très bien. Donc, là, c'est pour l'aspect technique, évidemment. Voilà. Ok. On continue, les amis. Donc. Or, s'il est en effet indispensable de financer des investissements dans des différents secteurs essentiels, c'est par une politique fiscale plus juste, rompant avec tous les cadeaux fiscaux, qu'il est possible d'améliorer les ressources du budget de l'État. Mais il est hypocrite de prétendre légitimer ainsi une nouvelle régression sur les retraites. Il est probable que la vraie raison de cette réforme des retraites soit de donner des gages de fermeté auprès de la Commission européenne. Il s'agit de montrer la capacité du gouvernement de mener la politique de baisse des dépenses publiques, la doxa de la pensée néolibérale. Par ailleurs, le discours est un peu convaincant. Peu convaincant, pardon. Oui, ce que je me disais. Car il faut noter le décalage énorme entre le montant des économies potentiellement obtenues par un recul de l'âge légal de la retraite et le montant des investissements nécessaires pour les chantiers cités santé, l'enseignement, transition énergétique. Une économie d'une dizaine de milliards par an sur les retraites, et même moins, du fait de la hausse des dépenses sociales hors retraite, voire encadrées, ne représente rien face aux besoins dans les autres secteurs. Pour la seule transition écologique, ils sont évalués par exemple à 5% du PIB. Oui, donc c'est pas les 1,8% du PIB qui vont changer quelque chose. Les gains escomptés d'un recul à l'âge de départ doivent être évalués de manière globale. En gros, petit encadré pour la technique. Pour se limiter ici au seul impact financier. Rappelons que reculer l'âge légal de la retraite et ou augmenter la durée des cotisations exigées par une pension à taux plein induit certes d'un côté des gains pour la caisse des retraites provenant des pensions non versées ainsi que des cotisations supplémentaires versées par les personnes qui se maintiennent en emploi. Donc en gros ça veut dire en fait que quand en gros vous avez des gains sur votre caisse de retraite parce qu'il y a des gens qui meurent, ils ont cotisé 42 ans, 43 ans, ils meurent et manque de bol, ils meurent trop tôt, ils peuvent pas toucher cet argent là. Qu'est-ce qu'on fait? Mais cet argent, c'est ce qu'on appelle des gains de pension non versés. Et vous avez de l'autre côté des cotisations supplémentaires puisqu'elles sont versées par les personnes qui se maintiennent en emploi. Tout simplement. Alors qu'elles ne devraient plus. Mais c'est pour avoir une meilleure retraite. Mais de l'autre côté, un supplément de dépenses sociales hors retraite. Eh oui. Celles-ci sont dues à l'allongement de la durée des allocations de chômage, invalidité, maladie, minima sociaux qui sont versés aux personnes qui ne sont pas en emploi mais attendent l'âge d'ouverture des droits à la retraite. Pour un recul de 62 à 64 ans, ce supplément de dépenses se... Alors, juste, je ne me souviens plus ce que c'est la DER.
C'est la direction. Je crois que c'est la direction. Je veux pas dire de bêtises, donc je vais regarder. Alors, hop. C'est la direction de recherche des études de l'évaluation de la santé. Voilà. Donc si vous avez besoin de là-dessus, ils font des études démographiques par exemple. La retraite à 64-65 ans serait une régression pour de nombreuses personnes et une injustice. Le projet est de reculer l'âge légal de départ à la retraite aujourd'hui de 62 à 65 ans, ou bien annonce du président en fin octobre à 64 ans, à condition de le coupler à un nouvel allongement de la durée de cotisation. Cette évolution entend donner un signe d'ouverture à certains partenaires sociaux qui refusent le recul à 65 ans, mais pourraient accepter un allongement de la durée de cotisation. Mais la CFDT révolutionnaire, partenaire visé, ferme la porte à tout recul de l'âge comme à tout allongement de la durée de carrière. C'est un mandat clair de son 50e congrès. Ce qui est prévu, et merci pour la CFDT pour une fois, ce qui est prévu est un recul progressif de l'âge de départ de 4 mois par an, aboutissant à 64 ans en 2027 et éventuellement donc 65 ans en 2031. Bah oui, il compte quand même le faire. Selon la ministre du Travail, c'est la mesure qui a l'efficacité budgétaire la plus forte. On vient de voir que l'économie serait de fait très limitée. Alors que la mesure serait très brutale. Elle s'appliquerait dès juillet 2023 et concernerait donc les personnes nées entre le 1er juillet et le 31 décembre 1961 qui peuvent prétendre à un départ en retraite cette année 2023. Donc en gros, vous imaginez, vous avez cotisé depuis 1961, vous allez partir à la retraite. Enfin, vous êtes né en 61, pardon. Vous n'avez pas cotisé depuis 61. Vous allez partir à la retraite. 61, Bon, la personne a plus de 60 ans. Et là, on vous dit, bim! Non! Non, 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 non! Tu fais 4 mois de plus par an. C'est énorme. Oh, merci Lixi! Merci beaucoup! Merci énormément Lixi pour cette généreuse, ce généreux raid. Évidemment, merci énormément. Merci beaucoup. Bah voilà, je m'exprime évidemment au nom du piquet de stream. Je te remercie évidemment pour ce raid. Ça fait grave plaisir. Bonsoir, j'ai raté. Mais non, tu n'as rien raté. Voyons. Nous sommes là. Ça farte. Oui, tout à fait. Tout à fait. On est en train de démonter, évidemment, sociologiquement, attention, et économiquement, la réforme des retraites. Voilà. Et bienvenue le raid, avec grand plaisir. Moi, c'est Joël Sociologue, et je suis en train de présenter pour le piquet de stream Retraite, saison 2022, un ouvrage écrit par l'ingénieur Christiane Marty, qui fait partie, justement, du conseil scientifique d'Attaque, et cet ouvrage est bien entendu soutenu par les partis pris de la Fondation Copernic. Voilà. Et on aime démonter des trucs ici aussi. Ah, bah c'est bien ça. C'est très très bien. Très satisfaisant, évidemment. Évidemment. Et donc c'est parti, on est en train de continuer. Alors c'est une lecture plutôt chill, plutôt tranquille, vous en faites pas. J'ai l'habitude de faire des lectures sociaux. Je sais que d'habitude les gens sont pas toujours très réactifs. En tout cas, surtout quand c'est pas un public habitué. Mais sachez que vous pouvez commenter, débattre, discuter, donner un avis, échanger. Bref, allez-y, lâchez-vous. Il n'y a pas de souci tant que ça respecte la santé mentale de chacun et chacune. Voilà, évidemment. Donc voilà. Mais bienvenue Lixi et merci beaucoup. Je vais faire à manger, je vous laisse des bisous, bon live, merci beaucoup, merci à toi. Alors. Donc là, le ministre du Travail, il trouve que c'est sympa son truc. Alors. Le recul de l'âge de départ signifie une prolongation de la période de précarité. Faut me dire si la musique est trop forte, les gens. Économie limitée pour une mesure très injuste qui semble ignorer la situation précaire de nombreuses personnes entre la fin de l'emploi et la liquidation de la retraite. Situation qui s'allongerait donc avec le recul de l'âge de départ. Une proportion sensible des assurés passe en effet par des périodes de chômage ou d'inactivité entre leur sortie définitive du marché du travail et leur départ de la retraite. Ainsi, selon l'adresse,
la direction d'évaluation... on avait dit quoi? Des études et évaluations sociales? Bref, de santé. 32% des personnes de la génération née en 1950 n'étaient plus en emploi l'année précédant leur retraite. Ce chiffre étant plus élevé pour les femmes, 37%, que pour les hommes, 28%. Vous imaginez 32% de personnes, d'accord, nées en 1950, qui ne se retrouvent plus du tout, justement, avant leur retraite sur le marché de l'emploi. Voilà, qui n'ont pas de taf. Merci d'être là pour tenir le piquet, gars. Merci pour nous tous. Mais merci à toi, Peno Cowerta. En fait, merci au public, évidemment. Moi, je vous aime beaucoup. Voilà, je vous connais pas, mais je vous aime beaucoup. Parce que votre présence est vraiment au-delà des dons. Hein. Vous pouvez faire des dons, d'ailleurs, au piquet de stream, évidemment. J'en profite pour mettre, évidemment, épingler le lien Hello Asso. Voilà, ça permet, évidemment, à donner moyen, y compris à des gens comme moi qui sont précaires, de pouvoir aller en grève, tout simplement. Donc je vous remercie du fond du cœur et je pense que je suis pas le seul gréviste à vous remercier. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des dons, n'hésitez pas à donner si vous le pouvez, bien entendu. Sinon, restez là ou même partagez juste la plateforme. En tout cas, je vous remercie énormément d'être là. Ça permet de faire vivre tout ça, cette merveilleuse aventure et surtout ce merveilleux combat qu'on continue. Voilà. Le fichu RSA qui n'arrive que lundi là. Courage stéréoscopique et te sens pas obligé avec le RSA. Voilà, vous ne sentez pas obligé si vous êtes vous-même précaire. Hein. Voilà, c'est... Ou 1 euro, un café si vous voulez. Offrez un café à un gréviste, mais voilà. Ah oui, c'est vrai ça. Oh, je peux le faire à la Wikipédia ou à la Edoui Plenel. Nous n'avons pas d'amis à Mediapart. Offrez un café à un streamer. Non, un gréviste. Les streamers ne touchent pas d'argent. Voilà. C'est très mal fait, mais bon. Alors, ces personnes hors emploi étaient au chômage, pour la moitié environ d'entre elles, en inactivité maladie ou invalidité. En 2023, des personnes ni en emploi ni en retraite n'ont aucun revenu personnel au minimum social. Car vivant avec une personne qui a un revenu est donc dépendant d'elle. On parle notamment pour l'H, les amis, les camarades de l'H. Vous voyez tous, le handicap et tout. Ben, c'est exactement ça ce qui se passe. En gros... vous n'avez pas forcément... C'est même pas que la personne a un haut revenu, c'est qu'elle a un revenu, du coup on considère que vous n'avez pas le droit, vous. La déconjugalisation, je rappelle que c'est 2023. Hein. Vous avez le temps de le voir venir. Un café avant ou après l'inflation? Bonne question. J'ai connu et c'est tellement horrible. Ça pourrait tomber le premier de chaque mois que ça serait pareil. Je pense pas avoir été sous ce régime social qui s'en foutent tous ces gens qui décident quelle date ça doit tomber en commission. Grave. Bah, après, il y a des questions comptables, mais évidemment. Hein. Moi aussi, je suis censé toucher la prime d'activité. Voilà. Je suis censé la toucher. Ce mois-ci. C'est pas rétroactif, évidemment. Donc, alors, musique trop cool hein, pour ce qu'on lit. Est-ce qu'on fait une phase un petit peu larmoyante? Que dis-je? On va mettre de la musique de Christian Whitman. Allez, c'est très bien. Très célèbre historien, évidemment qu'on salue. Dégradation de la qualité de vie. La première année de retraite sont vécues comme les meilleures. Celles dont les retraités profitent le plus lorsque leur santé n'est pas trop dégradée. Alors qu'elles deviennent les plus difficiles s'il est nécessaire de prolonger l'activité professionnelle. Bah oui, plus vous travaillez, plus vous êtes usé dans certains métiers, plus vous vous retrouvez dans des situations sociales extrêmement dérisoires. Et là, en gros, on vous demande de durer encore plus longtemps. Alors que votre première année de retraite serait celle où vous pourriez un petit peu, enfin, profiter finalement de votre vie, de votre existence. Car n'oublions jamais que derrière une activité professionnelle, derrière finalement ce qui n'est pas juste une vocation, mais une peine, c'est-à-dire un travail, vous n'avez jamais plus que du temps de vie perdu. Tout simplement. S'il n'y avait pas besoin de travailler et surtout de s'employer pour avoir un salaire, vous ne le feriez pas. Ou alors vous feriez quelque chose qui a du sens pour vous. Voilà.
Et je suis pas là en train de te dire les métiers et passions, du coup, soient exploités à 100% quand tu es développeur web ou autre. Non, pas du tout. Hein. Voilà, jamais ne vous laissez exploiter. Et je peux comprendre dans certains réseaux et certains métiers, c'est difficile. Voilà. De nombreux métiers sont pénibles et usants. Mais la pénibilité est très mal prise en compte actuellement pour la retraite. L'intensification du travail depuis plusieurs décennies a alourdi la charge mentale pesant sur de nombreuses catégories de salariés qui attendent de plus en plus la retraite avec impatience. De plus près d'un tiers, 30% des personnes âgées de 55 à 69 ans sont déjà concernées par des limitations d'activité sévères ou modérées. Cette proportion est légèrement plus forte pour les femmes. C'est à chaque fois les femmes, elles en prennent plein leur tronche. C'est dans le rapport du corps, tout ça, qui date de 2022, hein, page 245. Une période de retraite en bonne santé, attente légitime après la vie professionnelle, est donc déjà compromise pour toutes ces personnes. Quelle en serait l'évolution après un recul à 64 ou 65 ans de l'âge légal? J'ai l'impression que tu me parlais avec le dev web. Envie de m'arracher les cheveux avec les deadlines là. Quoi? J'ai pas compris. Tu as raison, ce que tu dis est que nous vendons, au pire disons, à tout le temps notre capacité à faire penser, élaborer, réfléchir, tout au bénéfice de Nabab, qui non seulement se disent partis de rien pour arriver à tout, mais qui en plus donneurs de travail. Quelle dégueulasserie. Totalement. C'est basé, hein. Inégalité d'espérance de vie et de revenus. Un recul de l'âge légal ne touchera pas tout le monde de la même façon. L'espérance de vie à 35 ans des ouvriers est inférieure à celle des cadres de 6,4 ans pour les hommes et de 3,2 ans pour les femmes. En gros, ça c'est l'espérance de vie à... D'accord. Donc vous imaginez quand même le niveau de revenu qui est lié à la catégorie socio-professionnelle joue un rôle important. Les 5% les plus aisés ont une espérance de vie à la naissance supérieure de 13 ans et celle des 5% les plus pauvres chez les hommes est de 8 ans chez les femmes. Vous imaginez en fait, genre... C'est genre, il y a 13 ans d'écart. Ça, c'était le truc du Figaro. Vous avez, de Libé, pas le Figaro. Le Figaro qui met ça. Et encore, les chiffres sont pudiques, tout à fait. Oui, ça, c'est les chiffres les plus bas. Hein. C'est pas pour... ils veulent pas vous foutre la mouise. Hein. Mais selon les métiers, selon certains secteurs, c'est pas 13 ans, c'est 20 ans. Voilà. C'est juste comme ça. Hein. Moi, je me souviens quand je bossais en logistique pour payer mes études, même avant d'être en études, hein, quand je faisais mon CAP, j'enchaînais 250 colis à l'heure. Et j'avais des collègues dans moins 25 degrés. Vous savez, la préparation de commande, ça s'appelle, en logistique. Et c'était de l'intérim et tout. Et en fait, on vous promet le CDI si vous respectez le quota à l'heure. Vous avez un Talkman, vous parlez dedans, vous dites le numéro de palette et tout, vous répétez, c'est horrible, c'est affreux. Vous en faites des cauchemars la nuit, enfin, c'est le pire boulot que j'ai fait de ma vie. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé avec un collègue qui avait 34 ans. Il en était à sa 3e tendinite. 34 ans. Genre, mais tu sais, c'était pas quelqu'un qui avait un physique, tu vois, ou qui était malade souvent et tout, hein. On en avait discuté. Non, c'est juste que quand t'as 20 minutes de pause toutes les 2 heures, y compris pour manger, la pause repas c'est 20 minutes, hein. Faut pas rêver. Tu fais ça pendant 8 heures de travail, voire 9 heures, de toute façon, tu t'en fous. T'es en intérim, t'es payé. Et la durée de repos hebdomadaire au travail, et ça c'était avant la loi au travail, c'était 10 heures. En gros, entre le moment où vous embauchez et le moment où vous reposez, vous devez avoir 10 heures consécutifs. C'est le droit du travail. Vous pouvez pas travailler, par exemple, vous pouvez pas arrêter de travailler à minuit et réembaucher à 1h du mat. Si vous arrêtez de travailler à minuit, normalement, il faut que vous embauchiez à 10 heures.
Voilà, 10 heures entre 2 embauches, c'est ça. Donc voilà. La pétition contre la réforme des retraites. Ah, il y a une pétition. C'est charge. Attends, je regarde. Ouais. Après, donner au piquet de stream aussi. Parce que bon, les pétitions, oui, si vous voulez, ils s'en foutent. Mais si vous voulez, ça sert aussi. Donc voilà, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que moi, ça m'a vachement touché quand j'étais en CAP. Ça m'a touché quand j'étais en bac pro aussi. Que j'ai commencé à bosser dans les deux mondes, c'est-à-dire le monde de ouvrier et le monde des bureaux. En fait, je me suis rendu compte que c'est horrible. En fait, la différence est horrible. Elle est abrupte, acerbe. C'est vraiment horrible. Et franchement, j'ai vu des gens qui taffent dans ce domaine-là, qui se tuent à la tâche, littéralement. Et ils ont des gosses, ils ont machin et tout, et c'est pas un choix en fait. Et à 34 ans, le mec qui avait sa 3e tendinite, je me souviens, je vous jure que c'est pas une connerie. Pendant les pauses, il sirotait son café, des fois, il me regardait et il disait « Ah, la retraite bientôt !» avec un soupçon de rire. Puis après, on parlait jeux vidéo. Mais voyez un peu. C'est l'ironie du truc, quoi. L'allongement de la durée de cotisation pénalise les carrières courtes. L'allongement de la durée de cotisation envisagé pourrait être couplé avec un recul limite à 64 ans au lieu de 65 ans est tout aussi injuste. Il pénalisera les personnes qui ont des carrières courtes et qui déjà aujourd'hui n'atteignent pas la durée de cotisation exigée ou bien l'atteignent de justesse. Ce sont en majorité des femmes. Il est vrai que la durée de carrière des femmes augmente au fil des générations. Du fait de la montée en charge de l'assurance vieillesse des parents en foyer AVPF, introduite en 1972, qui permet de compenser en partie les interruptions de carrière des femmes liées aux enfants. Mais la durée des carrières des femmes reste encore inférieure à celle des hommes, de plus de 2 ans pour la génération 1950. C'est ainsi que 8% des femmes de cette génération et 6% des hommes ont subi une décote sur le montant de leur pension, du fait qu'ils et elles n'avaient pas réuni la durée de cotisation exigée. Le montant de la décote est plus important en moyenne pour les femmes, et pour éviter de subir la décote, ce sont 19% des femmes, entre 10% des hommes, qui ont attendu 67 ans, c'est-à-dire l'âge du taux plein, qui annulent la décote pour liquider leur retraite. Donc vous imaginez, vous êtes né en 1950, vous avez trimé toute votre vie, d'accord, au taf, etc. Malheureusement, vous avez des carrières courtes, parce que bordel de merde, vous n'arrivez pas à trouver un putain de plein emploi. Enfin, pardon, je m'énerve un peu. À pas trouver un plein emploi. Et vous vous retrouvez dans une situation terrible où vous vous rendez compte que 19% de votre génération d'entre vous, pour des femmes, et 10% des hommes, devront finalement continuer à travailler jusqu'à 67 ans. Voilà, juste... Donc, en fait, quand on se bat contre 64 ans, c'est pas... oh, merde, on va tous finir à 64, on veut pas, on finit à 62. Non, il y a déjà des gens. Il y a déjà des gens qui crèvent au boulot à 67 ans, en fait. Donc ouais, c'est... Non, c'est un combat. Il faut continuer. La durée de carrière baisse au fil des générations, s'éloignant de la durée de cotisation exigée. En moyenne, la durée de carrière réalisée par la génération 1955, en retraite aujourd'hui... Excusez-moi, la musique. Elle fait son beurre toute seule des fois. Attends, il faut que je la contrôle. Voilà, là ça sera mieux. Hop. Vous l'entendez pas trop, moi je l'entends bien, normalement. Alors... La durée de carrière baisse au fil des générations, s'éloignant de la durée de cotisation exigée. En moyenne, la durée de carrière réalisée par la génération 1955, en retraite aujourd'hui, a été de 40,5 annuités. Donc 40,5 ans où ils ont cotisé. C'est le point maximum sur le graphe. Or, pour cette génération, la durée exigée pour un taux plein retraite était de 41,5%. Enfin, 5 années, pardon.
soit une année manquante en moyenne. Donc en gros, vous voyez, il manque une année pour les gens nés en 1955. C'est énorme. D'ailleurs, fait les simulations pour aller voir comment tout le monde dépasse les 64 ans avec la nouvelle réforme. Ouais, non mais c'est ça, hein. C'est ouf. À partir de cette génération 1955, du fait d'entrées plus tardives dans les emplois et de la précarisation des carrières, les durées de carrière attendues baissent continuellement pour n'être que plus que de 38 années pour la génération 2000. Pendant que, de son côté, la durée de cotisation exigée augmente pour atteindre 43 années à partir de la génération 1973. L'écart entre la durée réalisable et la durée exigée va croissant. Ce qui signifie que les carrières vont s'éloigner de plus en plus de l'objectif fixé pour avoir droit à une pension à taux plein. Déjà actuellement, sans nouvelle réforme, de plus en plus de personnes n'atteindront pas la durée exigée, ce qui se traduira par des pensions plus faibles puisqu'elles sont calculées au prorata des diminutions en outre de la décote. On constate déjà que la proportion des départs avec décote augmente à partir de la génération 1950. La baisse de la durée des carrières validée, observée et anticipée est donc préoccupante. Pourtant, le rapport du corps la commente en notant qu'elle constitue une diminution de l'effort contributif des actifs au fil des générations. Comme si c'était une évolution positive pour les actifs, alors qu'en contrepartie, ils et elles percevront des pensions de plus en plus faibles. En gros, on vous dit, finalement les actifs font moins d'efforts puisqu'ils cotisent moins. Mais en fait, ils cotisent moins pourquoi ? Parce qu'ils ont moins de taf à taux plein. Et donc, ils finissent finalement par percevoir beaucoup moins de retraite. J'ai commencé sérieusement vers 27-28 ans, plus de 10 ou 20 ans de trou au final de ma carrière. 48 plus 43 égale, j'ose pas formaliser. Courage, Merlich. Grand courage. Des gains d'espérance de vie revus à la baisse. Une espérance de vie en retraite également en baisse. Attendez, yep. Je vous bascule un peu. Voilà. Avant 2014, l'espérance de vie à 60 ans progressait de 1,5 ans et 2 ans par décennie. Mais depuis, elle ne progresse plus que de 0,2 par an par décennie pour les femmes et de 0,6 par an pour la décennie chez les hommes. Or, c'est le critère de l'allongement de l'espérance de vie qui était censé justifier l'allongement de la durée de cotisation jusqu'à 43 ans pour la génération 73. La loi Fillon de 2003 a en effet introduit l'idée que les gains d'espérance de vie devaient être partagés entre allongement de la vie active et celui de la retraite, ce qui devait, en toute logique, amener à baisser la durée de cotisation exigée de 43 annuités. Puisqu'on constate que l'espérance de vie moyenne de la retraite a déjà commencé à diminuer d'une année, de 25,8 à 24,8 ans entre la génération 50 et 53. Donc là, vous imaginez, on vous dit typiquement qu'en gros, ouais, c'est ça, ça fait 60... Vous avez 60 ans à vivre. 43 annuités de cotisation et 24 ans de durée de vie. Voilà. Genre, le travail ne vous donne que 20 ans à crever. Enfin, à vivre, encore. C'est pas énorme, hein. Et ça diminue. Travailler plus. Focalisation sur l'emploi des seniors. Ah oui, ça, il est génial, celui-là. Ok. Le discours officiel boucle sur la nécessité de travailler plus, ce qui se retrouve assimilé à travailler plus longtemps. L'argument récurrent est que la France a un taux d'emploi des seniors trop faible, même s'il a sensiblement augmenté en 20 ans. Pour les personnes âgées de 55 à 64 ans, il est déclaré insuffisant. Donc vous voyez, il y a vraiment une hypocrisie énorme dans l'idée de dire, en fait, il faut que les seniors travaillent. Mais au nom de quoi ? Quel besoin on a vraiment pour que les gens travaillent ? Enfin, je veux dire... petit rappel contextuel de Calais de Freck. Allez, je vous le mets juste le début parce que c'est vrai que, voilà, c'est du méluche, mais
Mais franchement, c'est basé. Considère-t-on que des gens qui se mettent dans une lutte comme celle-là ne valent même pas le salut, le respect qu'il aurait dû? Pères et mères de famille qui êtes ici et qui portez sur votre dos quelque chose qui dépasse votre profession. Ça a été dit il y a un instant, mais moi, je veux le redire avec les mots d'un homme politique. Les systèmes de retraite, les régimes spéciaux ne sont pas des faveurs, ne sont pas des privilèges. Ce sont en toute hypothèse le résultat de luttes sociales. Voilà. C'est basé. Voilà. Et surtout, le résultat de votre labeur. Voilà. Contrairement à ce que peut en dire des gens comme Emmanuel Macron, qui sans doute lui-même a sans doute une grande histoire de labeur chez lui. Voilà, moi je suis persuadé qu'Emmanuel Macron a travaillé toute sa vie, par exemple. Voilà, non. Bon bah c'est Macron quoi. En même temps, on s'attend à quoi? Enfin bon. Et donc, excusez-moi, je reviens sur le sérieux un petit peu de la discussion. Parce que voilà, hein, c'est pas très beau quand même d'attaquer son président quand même là-dessus. Et donc, tac, on continue. Pourtant, les employeurs continuent de se séparer des seniors et embauchent difficilement au-delà de 50 ans. Ce qui semble être une spécificité française. Dans la situation actuelle, faire travailler plus longtemps les seniors ne crée pas d'emplois supplémentaires. Mais cela peut entraîner une hausse du chômage des plus jeunes, comme l'admet le corps. Et plus globalement, cela réduit aussi la possibilité d'accès à un emploi pour les chômeurs et les femmes. Ben oui les gens, si vous dites, on crée pas d'emploi, mais on laisse surtout les gens en concurrence entre diplômés et pas diplômés, puis finalement entre vieux et pas vieux, parfois, vous allez faire quoi? Les gens qui partent le plus tard à la retraite, du coup, ils vont rester dans leur poste s'ils arrivent à trouver un emploi pérenne. Et donc, du coup, ils vont vouloir rester longtemps. Ils vont pas vouloir partir. Et du coup, ça va faire quoi? Du chômage. Et dans tous les cas, si un jeune vient le remplacer et qui se fait licencier parce que trop vieux, qu'est-ce qui va se passer? Il va aller au prud'homme, Papy Georges? Non. Il va chercher un emploi et il va toucher le chômage parce qu'il aura un accord sans doute à l'amiable. Peut-être. Et encore, c'est pas sûr. Donc en fait, qu'est-ce que vous faites chier les chômeurs si votre objectif est d'envoyer des gens au chômage? Simple question, voilà. Le recul à 62 ans de l'âge légal adopté en 2010 s'est accompagné certes d'une augmentation de la durée moyenne passée en emploi avant la retraite, mais aussi de la durée passée au chômage. Et en effet, on constate avec les statistiques de Pôle emploi à la fois le nombre croissant après 2010 de chômeurs de plus de 50 ans et une durée croissante après 2010 de la période passée au chômage de ces mêmes catégories. Bon là vous avez les graphes mais vous les voyez pas très bien du tout. Même pour moi hein, c'est difficile. Voilà, vous avez un peu la ligne. Bon c'est un peu flou donc je peux pas trop vous le montrer, voilà. Et nous on tient pas au labeur, on peut se contenter de l'argent du labeur. Si, j'insiste. Autrement dit, ce sont ceux qui veulent notre labeur et l'argent du labeur. Très basé comme propos. Je suis d'accord. Travailler plus, oubli de l'emploi des femmes. Alors que pour justifier sa volonté de réformer les retraites, le gouvernement ne cesse de souligner la dégradation du rapport entre actifs et inactifs. Il focalise sur l'augmentation du taux d'emploi des seniors et il délaisse totalement le potentiel de la hausse de l'activité des femmes. Il met en avant que le taux d'emploi des seniors est inférieur en France à celui des autres pays et semble ignorer que côté taux d'emploi des femmes, la France ne se situe qu'au 20e rang de 38 pays de l'OCDE. Voilà. C'est incroyable. Hein. Il y a pourtant un fort potentiel d'amélioration de ce taux. Aucune justification à ce que les femmes soient moins intégrées à la population active que les hommes, ni à ce que l'emploi à temps partiel soit majoritairement féminin. 3 petits points. Si ce n'est un renoncement à l'objectif d'égalité. En plus d'être une exigence démocratique, l'égalité des femmes et des hommes en matière d'emploi serait très bénéfique, notamment pour le financement des retraites. Oh, pardon, petit bâillement. On se sert de l'eau. Ça va pour vous la lecture? Je sais qu'elle peut être difficile, hein, vu que là on est sur de l'économie un peu et très rapidement de la sociologie.
C'est plus du constat économique, macroéconomiste, mais mine de rien, moi je trouve cet ouvrage très bien écrit, très factuel et qui permet vraiment de mettre des mots sur ces choses-là. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Moi je le trouve basé. Pourtant, on constate que les hypothèses de population active établies par l'INSEE, l'Institut national, évidemment, donc qui quand même est sous le gouvernement, hein, et pourtant qui montre que le gouvernement fait de la merde, est reprise par le corps, projette la fin de la progression du taux d'activité des femmes. Ce taux stagnerait donc jusqu'en 2070 à ce niveau actuel, à l'exception de la tranche d'âge de plus de 55 ans, pour laquelle une hausse est anticipée. En gros, les femmes n'augmenteront plus le temps de travail qu'elles font. Non, vraiment. Si on reste comme ça dans le système, les femmes seront toujours finalement Institut national des statistiques et des études économiques. Merci Junior. Et en gros, les femmes resteront jusqu'en 2070 dans à peu près le taux d'emploi qu'elles ont actuellement. C'est-à-dire déficitaire par rapport aux hommes. Comment ça, j'ai été trauma par ce cycle? Un peu. De toute façon, en sociaux, on est trauma. L'écart entre les taux des hommes et des femmes se réfugiait à sa valeur actuelle, soit un écart de 8 points pour la tranche d'âge de 25 à 54 ans, 90% pour les hommes contre 84% pour les femmes. C'est un écart important qui subsistera entre l'activité des hommes et des femmes, et indique simplement l'INSEE. Il traduit pourtant une forte inégalité en matière d'accès à l'emploi, qui apparaît ainsi pérennisée pour les décennies futures. En parallèle, la part totale des femmes dans la population active, qui progressait jusqu'à présent, aurait atteint son maximum en 2021, 48,9%, et elle diminuerait ensuite. Et elles vont économiser environ 4 milliards sur la réforme du chômage, donc une partie de cotisation pour les retraites. Ah, mais il y a des choses vraiment scandaleuses. Hein. De ouf. Les projections du corps ont pour fonction de présenter les perspectives à moyen terme au regard des évolutions potentielles démographiques, économiques et sociales. Ce sont des outils d'aide à la décision pour les responsables politiques. Présenter ainsi un avenir figé pour l'emploi des femmes aboutit à effacer du registre des possibles le progrès potentiel en la matière, alors que ce dernier est réel. L'emploi des femmes est incité ou désincité par les choix politiques. On sait que les politiques menées influencent grandement l'activité des femmes, dans un sens incitatif ou au contraire dissuasif. Rappelons l'effet très régressif d'une mesure adoptée en 1994. L'adoption parentale d'éducation, qui existait auparavant pour les parents de 3 enfants, a été étendue aux parents de 2 enfants. Cette mesure a incité de nombreuses femmes à se retirer du marché du travail pour s'occuper de leurs enfants. En 3 ans, le taux d'activité des mères de 2 enfants et plus a ainsi chuté de 16 points. 16. Avoir un emploi de qualité est le souhait majoritaire des femmes. C'est la condition de leur autonomie financière, de leur émancipation. Mais elle se heurte à de nombreux obstacles sur lesquels une politique adaptée peut pourtant agir. Outre les inégalités persistantes de salaire, de la précarité, de nombreux métiers féminisés, on peut évoquer l'insuffisance de services d'accueil de la petite enfance, même si la situation en France est meilleure que dans les pays voisins. La moitié des moins de 3 ans, soit 1 million d'enfants, ne trouvent toujours pas de place d'accueil. La promesse récente de créer 200 000 places de crèche est loin de répondre aux besoins. Satisfaire ces besoins permet la création de nombreux emplois utiles. C'est-à-dire que même quand on prend des postes féminisés, donc normalement c'est plutôt des femmes qui travaillent dedans, tout ce qui est care, soins, etc., prendre soin d'eux, ben finalement on se rend compte qu'il n'y a pas les jobs. Il n'y a pas les jobs qui existent. Voilà. Comme il n'y a pas d'investissement, qu'il y a un sous-investissement dans tous les cadres de ces métiers-là, ben en fait c'est qui mange le plus? C'est les femmes aussi. Pour donner une idée des marges de manœuvre, si le taux d'activité des femmes entre 25 et 54 ans avait été égal à celui des hommes en 2021, c'est 1,1 million de femmes de plus qui seraient en activité. Atteindre l'égalité demandera certes un peu de temps, mais l'invisibilisation actuelle dans les projections de l'INSEE et du corps
du potentiel lié à l'emploi des femmes n'aide certainement pas. S'occuper de leur enfant et permettre à leur père d'aller travailler tranquille. Non mais c'est ça. Mais c'est ça qui est dégoûtant aussi. C'est justement... En fait, je pense qu'il y a une libération du travail qui doit être faite tout court. On doit diminuer le temps de travail, tout court. Mais pas diminuer, attention, le salaire. Tu vois ? On diminue le temps de travail, mais on diminue pas le salaire. La comparaison avec les autres pays ne peut pas se faire seulement sur l'âge de départ. La France avec la Suède et la Norvège sont les pays dont l'âge légal de la retraite est l'un des plus faibles. À 62 ans, c'est alors un argument récurrent qui est censé démontrer qu'il faut bien reporter cet âge. Tout d'abord, ce n'est pas parce que la situation est moins favorable dans d'autres pays qu'il faudrait s'aligner. La démarche devrait au contraire viser à prendre comme modèle des pays où les règles les plus avantageuses. Ensuite, pour faire une comparaison cohérente, il faut prendre en compte la situation globale, notamment la question de la fécondité, un élément important, puisqu'il y a un impact majeur sur la population active future qui cotisera pour financer les pensions. Or, la France a un taux de fécondité de 1,83 en 2021, soit le plus élevé des pays de l'OCDE. Par comparaison, l'Allemagne a un âge de départ qui devrait atteindre 67 ans en 2031, mais un taux de fécondité de 1,53. Ce faible taux doit être mis en lien avec la pénurie de modes de garde pour les enfants, qui fait que les Allemandes doivent quasiment choisir entre avoir des enfants ou un emploi. Hola camarade, salut Dia, j'espère que tu vas bien, ça fait plaisir de te voir. On est en train de lire Retraite, saison 2022 de Christiane Marty. Le faible renouvellement des générations est aussi la raison pour laquelle l'Allemagne a une politique affirmée d'accueil de l'immigration pour compenser le vieillissement de sa population. Il faut préciser que les réformes des retraites qui lui ont été appliquées depuis 15 ans suivent la même logique que celles menées en France, mais elles ont visé plus rapidement le développement de la capitalisation. Aujourd'hui, les pensions ont drastiquement diminué au point que 17% des plus de 65 ans, Eurostat, sont sous le seuil de pauvreté. Ce taux pourrait passer à 22% d'ici 2039, d'après les projections, ce qui est devenu un problème politique majeur dans ce pays. Bah tiens donc! En fait, ça marche pas trop bien! Un minimum de pension à 85% du SMIC, une promesse ancienne, jamais tenue. Ah ça c'est drôle. Attention, vous allez voir. Ça c'est très très drôle. Ok. Une pension minimum sera de 1100 € pour une carrière complète. C'est la promesse de campagne d'Emmanuel Macron, début 2022. Pourtant, déjà dans la loi de 2003 sur les retraites, l'article 3 donnait l'objectif d'assurer pour 2008 un minimum de pension de 85% du SMIC pour une carrière complète. Non seulement l'objectif n'a jamais été tenu, mais le minimum de pension s'en éloigne continuellement depuis. Début décembre 2022, Elisabeth Borne, qui est bornée, a repris l'objectif d'une retraite minimale à 85% du SMIC et a cité le chiffre de 1200 € pour l'adapter à l'évolution du SMIC. Mais toujours aucune date d'application. Peut-on se fier à ce nouvel engagement ? Voilà, la page est vide juste après. Hein. Peut-on se fier à ce nouvel engagement ? Je vous laisse apprécier la page vide après cette question. Voilà. Nous en sommes à l'avant-dernière partie du livre, hein, déjà. Vous voyez, il se lit vite. Hein. C'est-à-dire qu'il y a... Non, il y a 3 parties ou 2 ? 3 parties. Ok, on en est à... Oui, à avant-dernière, du coup. Et après, c'est la conclusion qui est très courte, au passage. Qui fait une page. Enfin, même pas une demi-page. Bon. Refuser la réforme actuelle prévue ne signifie pas que le système des retraites est aujourd'hui satisfaisant. Ça, c'est vrai. Une situation moins mauvaise qu'ailleurs, mais très insuffisante. Le système de retraite par répartition, créé en 1945, a constitué un progrès social majeur en affirmant la solidarité entre les générations et en permettant de sortir progressivement de la misère des personnes après leur vie professionnelle. Bon, pour moi, il faudrait y sortir avant, mais bon. C'est... Oui. Attendez, je mets quand même un petit truc épique. Donc... Par rapport à d'autres pays, notre système est le plus avantageux.
car elle permet d'assurer en moyenne un niveau de vie des retraités équivalent à celui de la population active. Mais d'une part, cette moyenne masque de fortes disparités au sein de la population retraitée. D'autre part, l'évolution en cours est très défavorable sous l'effet des réformes passées. Celles-ci n'ont cessé de durcir les conditions pour obtenir une pension à taux plein et de dégrader le niveau des pensions. Ainsi, le taux de remplacement moyen par rapport aux autres pensions et le salaire ne cesse de baisser. La durée de cotisation exigée pour une retraite à taux plein devient de plus en plus irréalisable, voire précédemment. Compte tenu de la situation du marché du travail, mais aussi de l'usure professionnelle qui survient pour de nombreuses personnes bien avant l'âge de la retraite, ensuite les inégalités de pension entre les femmes et les hommes sont très importantes et ne se réduisent que bien trop lentement. De plus, mais sans développer des carrières longues, et la pénibilité sont très mal prises en compte pour la retraite. Il est donc indispensable de stopper cette évolution et d'améliorer la situation. La décision politique de plafonner les dépenses de retraite est responsable de cette dégradation. La part des dépenses de retraite a été pardonnée à une valeur... Pardon, a été plafonnée, mais pas pardonnée. Oh là là, je parle mal. Je suis désolé, les gens. Terrible. La part des dépenses de retraite a été plafonnée à une valeur autour de 14% du PIB, ce qui relève de l'obsession sur la baisse des dépenses publiques, alors que la part des retraités dans la population augmente. Refuser d'augmenter la part de la richesse produite qui leur revient signifie programmer leur appauvrissement. C'est bien ce qui est intégré dans les projections, qui considèrent comme immuable le partage de la richesse produite entre le travail et le capital. Et c'est bien ce qu'il faut revoir. En gros, il faut arrêter de penser que la retraite doit être basée finalement sur la production capitalistique. Enfin, capitaliste. Il faut permettre de toute façon une subvention, quoi qu'il en coûte, comme dirait Macron, des retraites. Parce que s'il n'y a pas de retraite, qu'est-ce qu'on fait des gens ? C'est comme quand l'autre, là, il est là. Oui, le RSA, il faut mettre quelque chose obligatoire. D'accord ? C'est-à-dire, il faut qu'ils travaillent. Mais ils n'ont pas d'emploi. Oui, mais ça sera du travail forcé, vous en faites pas, on trouvera du travail. Bon. Ok, génial. Génial. Mais simple question. Imaginons. D'accord ? Comme ça. C'est un être humain. Il est majeur, il a 26 ans. Et on lui dit, voilà, il vous dit, voilà, je trouve pas d'emploi. D'accord ? Bon, ok, mais est-ce que tu as un logement ? Ben non, je trouve pas d'emploi. D'accord ? Bon, est-ce que tu as une voiture ? Ben non, je trouve pas d'emploi. Et là, tu lui fais, ok, mais t'attends quoi de moi ? Ben un minimum pour vivre. Ah mais non, mais il faut que tu trouves à manger. Mais j'ai pas d'emploi ! J'ai pas de thunes. Et du coup, toi, t'es là, tu fais, non, mais j'ai une idée. On va créer un revenu minimum, qui s'appellera le RSA, qui sera normalement une aide d'accompagnement, pour ensuite que, voilà, tu puisses au minimum vivre un peu. Et ensuite, on verra pour que tu trouves un emploi et tout, tu trouves ta carrière, ta vocation, tout ça, la mission locale, TMTC. Et en fait, qu'est-ce qui se passe exactement ? Dans les faits, malheureusement, ça se traduit par le fait de faire croire que cette personne, elle a le RSA parce qu'on est gentil. Parce que c'est bien de faire ça. Parce que, en fait, c'est un échange de bons procédés, vous comprenez ? Elle s'engage dans quelque chose si on lui donne de l'argent. Mais je vais vous avouer un truc. Cette personne, si elle n'a pas de RSA, elle meurt. Elle vit dans la rue, elle vit des minimums sociaux qui seront des aides d'associations qui ne seront pas publiques et elle meurt. Point. Genre voilà. Donc quand vous dites ouais, il est au RSA, il est un assisté, nanana, pensez à ça. Pensez à dire ça à tous vos potes de droite, etc. qui vont dire oui, mais il est assisté, il est au RSA. Rappelez-leur que s'il n'est pas au RSA, il meurt. C'est simple. Et il n'y a rien de mal à ne pas vouloir des emplois placards, des stages bidons dans la vie. C'est normal, en fait. C'est au monde du travail qu'il devrait y avoir une adaptation aux problèmes humains, etc., etc. Ou que tu travailles pas, en fait. Oui, c'est ça, tu travailles pas.
Ça. Bernard Arnault, c'est un assisté. C'est ça, oui, Alex. Disons les vrais termes. Évidemment. Mais voilà. Les graphes sont explicites. Le taux de remplacement des pensions relatives aux revenus d'activité et le niveau de vie relatif font fortement baisser en moyenne dans les prochaines décennies. Les pensions moyennes en absolu et ont même déjà baissé en euros constants depuis 2015. En fait, du fait des revalorisations inférieures à l'inflation. La chute à venir est plus ou moins importante selon l'hypothèse sur les gains de productivité. Pour le taux de remplacement, le corps présente le cas type non cadre du privé à gauche et cas type fonctionnaire catégorie B, non présenté ici. On aurait un taux de remplacement encore plus faible, entre 60 et 63% pour la génération 2000, contre 63 et 68% pour les cadres du privé. Donc ça, c'est les pensions moyennes. Regardez-moi ça, attendez. Ça, c'est les pensions moyennes de l'ensemble des retraités relatives aux revenus d'activité moyen. Votre pension, voilà ce que vous allez avoir en fait. Et si on avait un salaire lié à la personne de 18 ans à la mort avec un libre choix de son activité et propriété d'usage, de l'outil du travail pour son logement, etc. Vous connaissez Réseau Salariat? Coucou Gilou. Bah oui, bien sûr. Les riches sont des voleurs, oui, oui. Et malgré notre filet social, 300 personnes en moyenne meurent tous les ans à la rue. Les rentiers sont les véritables assistés. Tout à fait. J'aime bien ici parce que vous êtes trop bébou et on prêche des convaincus. Mais voilà. Mais c'est vrai, mine de rien. C'est vrai. Ces évolutions de grandeur en moyenne marquent de fortes disparités selon les catégories socio-professionnelles. Le sexe, l'âge. Par exemple, le niveau de vie des retraités dépend de l'âge. Il est bien plus faible pour les plus de 75 ans, qui sont surtout les femmes. Non, le niveau de vie des retraités n'est pas trop élevé, et leur taux de pauvreté augmente. La baisse importante de niveau de vie, qui caractérisait jusqu'aux années 70 le passage à la retraite, a été résorbée au fil du temps. Le niveau de vie des retraités se situe aujourd'hui un peu au-dessus de celui de l'ensemble de la population et un peu au-dessous de celui des actifs, ce qui est une évolution positive, simplement conforme à l'objectif du système de retraite qui doit garantir un niveau de vie satisfaisant, sécurité et anticipé. Sécurisé et anticipé à la retraite. Mais cette évolution positive est révolue. Depuis 2016, le taux de pauvreté a diminué de 0,2 points sur l'ensemble de la population. Mais pas pour les retraités, chez qui la pauvreté a au contraire progressé de 0,8 points entre 2018 et 2019. Macron, en fait, c'est le président des pauvres. Il crée de la pauvreté, ce mec. Et donc des morts. Ça fait du bien dans un monde de droite, exactement. Mais c'est pas un monde de droite, hein. Enfin, oui, c'est un monde de droite, mais les gens sont pas de droite, intuitivement. Enfin, c'est compliqué, en gros. Cette augmentation est surtout portée par l'augmentation du taux de pauvreté des personnes âgées de 65 ans. Ou plus vivant seuls, et le taux qui passe de 14,3% à 15,9% entre 2018 et 2019, et atteint même 16,5% pour les femmes. Une retraitée sur 10 a un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté. Pourtant, on entend régulièrement une petite musique sur le fait que les retraités seraient trop riches. Ma grand-mère, je vais en parler un peu, hein, parce que c'est bien de mêler du concret à tout ça. Moi, je viens pas d'une famille aisée et tout. Elle a pas de thune. Elle a pas de thune. Elle a de quoi à peine payer son loyer. Et c'est quelqu'un qui a travaillé à temps complet, même plus. Donc, ouais, carrément. Et elle vit sous le seuil de pauvreté. Donc ouais, carrément. Carrément. Non, c'est important d'en parler. On peut rappeler que les retraités participent au financement des retraites. Leurs cotisations représentent 2% du total des ressources des caisses. Les inégalités entre les femmes et les hommes, importantes, ne se réduisent que trop lentement.
Je vais passer des passages par contre parce que on avance bien, hein, mais on a loupé 15 minutes qui je pense nous aurait fallu pour finir la partie 3. Quoi qu'on y est bientôt dans 3 pages. Incroyable, ça se lit trop vite. C'est ouf. Et vous êtes géniaux le chat de suivre ce live. Merci beaucoup. Je sais que c'est pas le plus enthousiasmant de ouf hein, de parler un peu sérieux avec des chiffres, surtout des chiffres économiques, mais voilà. Je trouve que ça donne des outils. Et encore une fois, l'ouvrage est disponible pour 3 € aux éditions du Croquant. Voilà, je leur fais de la pub gratos, mais c'est vraiment important, je pense, de s'armer contre des propos aussi néfastes et aussi merdiques que celles de notre président. Pourquoi on devrait bosser pour avoir le droit de vivre? Mais ça, c'est une vraie question. Moi, je pense que la contribution sociale, elle n'est pas salariale. Enfin, elle n'est pas employée. Vous voyez? C'est pas parce qu'on se soumet dans un cadre subordonné du travail que finalement, réellement, on produit quelque chose de valeur dans la société. L'important, c'est de produire quelque chose pour la collectivité, mais qui réponde non pas aux bénéfices de certains au détriment des autres. Vous voyez? Et ça demande de repenser tout notre rapport même au travail, au salariat, mais au monde social en entier. Notre rapport à la colonisation, déjà. L'exploitation de d'autres pays, d'autres vies que les nôtres pour vivre. Parce que c'est ce qu'on fait là sur Twitch. Mais pas que, hein. Et dans une moindre mesure. Quand Bernard Arnault il monte dans son jet privé, est-ce qu'il se soucie des gens qui l'ont fabriqué? Des gens qui ont bossé peut-être dans des états et des situations extrêmement complexes? Même pour récupérer les matériaux? Bien sûr que non. En 2020, la pension moyenne des droits directs, c'est-à-dire de la reversion de l'ensemble des femmes retraitées, ne représente que 59,8% de celle des hommes. En gros, les femmes... Attendez, c'est incroyable. En gros, la pension moyenne de droits directs que perçoivent les femmes, en fait, c'est 60% seulement de celle des hommes en estimation. En gros, les hommes, ils ont 40% de plus. En vrai, tout ce qu'on gagne, même ceux qui sont au RSA, on le dépense et rien que pour ça, on est tourné la machine capitaliste. Mais oui, grave. Mais après, il faut pas s'attaquer et tout. On participe à ce système, quoi. Il en loue maintenant pour ne plus être suivi. Ah oui, j'avais entendu ça, c'est trop drôle. Les inégalités de pension entre femmes et hommes résultent des inégalités de salaire et de durée de carrière. Et aussi du fait que les hommes sont plus souvent à temps partiel que les femmes. Pardon, c'est l'inverse, pardon. Les femmes sont plus souvent à temps partiel que les hommes. Mais moi, je me suis rendu compte en le disant, j'étais là, quoi? Je dis de la merde, là. C'est de la connerie. Mais même en considérant les seules carrières complètes, les pensions des femmes ne représentent que 73,5% de celles des hommes. À noter que les inégalités sont moins fortes dans la fonction publique. Le rapport aux pensions des femmes sur pensions des hommes est bien entendu meilleur lorsque l'on considère les récentes générations parties des retraites. Il n'est pourtant que de 67% pour la génération 53, bien que les salaires à durée de carrière des femmes se soient améliorés. La réduction des inégalités est très lente. Bon, alors ça, je vais passer un peu là-dessus, parce que c'est très technique, hein, quand même. Je passe aussi là-dessus. C'est ultra technique. Ah, voilà. Celui-là, il va vous plaire. C'est pour vous. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Pantoufle a enfin pensé à Raid. Oh, j'ai pas vu un Raid de Pantoufle, Triscalina. Alors. Des dispositifs de solidarité indispensables. Alors, hop. Donc, des dispositifs de solidarité indispensables, mais qui distribuent beaucoup plus aux plus aisés. Le dispositif de solidarité... Ah ok, je l'avais pas vu.
sont essentiels car ils attribuent des droits non contributifs, c'est-à-dire sans versement de cotisation pour compenser, au moins partiellement, les périodes de privation d'emploi liées au chômage, à la maladie, au retrait pour l'éducation des enfants, pour prendre en compte les carrières longues, situations de handicap, et assurer un minimum de pension. En 2016, ils représentaient 23% de l'ensemble des pensions de droit direct. Mais on peut s'interroger sur la répartition de ces sommes. Le terme des fortes inégalités de pension entre femmes et hommes a été introduit dans le débat public en 2003 par les syndicats et associations féministes pour interpeller les dirigeants lors de projets des réformes des retraites conduites par Fillon. Puis ensuite lors des suivantes en 2010, 2013, 2019. Ces inégalités sont aujourd'hui des notoriétés publiques. À chaque fois, les dirigeants politiques tiennent à faire remarquer que les inégalités de pension entre les sexes se réduisent. C'est exact, mais bien trop lentement comme montré ci-dessus. Et que les dispositifs de solidarité permettent d'augmenter sensiblement les pensions des femmes. Ainsi, en novembre 2022, les documents ministériels établis dans le cadre des concertations avec les syndicats notent que les dispositifs de solidarité bénéficient relativement plus aux femmes en représentant 29% du montant des pensions qui leur sont versées contre 18% pour les hommes. Cette présentation est exacte, mais biaisée. Car si on considère en absolu les montants versés au titre de la solidarité ne sont pas très différents entre les femmes et les hommes. 31,4 milliards pour les femmes, contre 29,5 milliards pour les hommes. Et lorsqu'on prend en compte le fait que les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans les effectifs de la retraite, on obtient un montant moyen distribué à titre de solidarité de 3 760 € pour les femmes et de 3 789 € pour les hommes. En soi, c'est les hommes qui bénéficient le plus, justement, de ces avantages. Certes, le dispositif de solidarité ne sont pas conçus uniquement pour accorder des compensations au titre des enfants et pour assurer un minimum de pension, mais lorsqu'on aboutit à une situation dans laquelle la pension moyenne des femmes représente seulement 60% de celle des hommes, dans laquelle le taux de pauvreté des femmes retraitées est de 10,4% et 8,5% pour les hommes, et même 16,5% chez les femmes retraitées et plus de 65 ans vivant seules, on peut considérer que les dispositifs de solidarité ne sont pas adaptés aux fortes inégalités de pension entre les femmes et les hommes qui sont censés corriger. En gros, c'est toujours les femmes, en fait, dans le cadre des retraites, qui sont perdantes, tout simplement. J'en peux plus de cette misogynie gratuite. Mais grave, c'est clairement gratuit, en fait. Genre là, il n'y a rien qui explique pourquoi cette différence, en fait, de traitement. Ces dispositifs ne sont pas adaptés non plus si on considère maintenant la répartition des sommes distribuées à titre des solidarités selon le niveau des retraites. Ils permettent d'augmenter les proportions plus fortement des pensions des retraites les plus modestes. Ils représentent ainsi 55% du montant des pensions de droit direct des 25% des retraités les plus modestes contre 14,9% pour les 25% les plus aisés. Une grande partie des dispositifs de solidarité agissent en effet en proportion de la pension. Plus celle-ci est importante, plus les droits versés au titre de la solidarité sont importantes. Et donc plus ils sont anti-redistributifs en absolu. What? En gros, plus vous avez de pension, donc plus vous gagnez dans votre emploi, plus vous avez d'aide. C'est un peu ça qu'ils vous disent. Impressionnant. Alors, on va parler améliorer le système de garantie de l'avenir des retraites. Donc ça, c'est un programme qui pourrait être présenté. Je pense qu'il y a moyen. Notre système par répartition, basé sur la solidarité entre les générations, a su assurer en moyenne, une pension correcte aux retraités. Jusqu'aux années 90. Mais avec de fortes disparités. Ensuite, à partir de 1993, les réformes successives n'ont cessé de dégrader le système, avec la même logique de fond. Durcir les droits d'accès à la retraite, à taux plein, pour diminuer les dépenses de retraite, baisser donc les pensions
et inciter les personnes qui le peuvent à compléter leur pension du système public par un effort d'épargne auprès d'assurances privées. Outre baisser les dépenses publiques, l'objectif de fond est plus ou moins manifeste, selon les réformes, et de favoriser le développement de la capitalisation. Pour l'instant, en France, à la différence d'autres pays, la part de la capitalisation reste marginale. Elle ne représente que 5,1% du montant total des cotisations et 2,1% du montant total des pensions versées en 2020. Mais elle est favorisée par un déploiement de mesures de défiscalisation des placements depuis le plan d'épargne des retraites PERP et PERCO institué par la loi Fillon en 2003 jusqu'au dispositif de la loi Pacte en 2019. En gros, plus vous allez donner, on va dire, au privé votre retraite, vos cotisations retraite, plus le privé va s'en réjouir et ne va être défiscalisé. Et donc, il va pouvoir faire du bénéfice net dessus. Oui, si tu as on a bavé toute ta carrière pour avoir un taf, tu peux aller te faire voir, c'est ça. Si on a Solénis Bernard, ça suffit, non? Oui. L'objectif d'un système de retraite devrait être que toute personne puisse se constituer des droits propres à une pension suffisante. La pension dépendant une grande partie de la carrière professionnelle. La réflexion sur la question des retraites est indissociable de la question de l'emploi. On peut proposer quelques grandes orientations. Alors là, je pense que ça va être freudo-marxiste ou alors, à l'inverse, freudo-droitard sur la valeur travail et tout. Donc, je sais pas, remarque conseiller scientifique de Attaque, mais elle est ingénieure. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. Non, en vrai, ça se pose très très bien. J'ai pas lu cette partie encore. J'avais lu tout le reste, mais celle-là, non. Donc, ce live est préparé de manière qualitative, évidemment. Alors, donc... Partager plus équitablement la richesse produite. Si c'est de la science, il n'y a pas Freud. Allez, Camdoc, ça c'est fait. Il est donc possible d'améliorer le système en stoppant la régression actuelle, en la mettant plus juste, en réduisant les inégalités. Mais il faut d'abord s'affranchir de l'hypothèse systématiquement retenue par le corps dans ses rapports, à savoir la stabilité du partage de la richesse produite entre le capital et le travail, ainsi que la stabilité de la durée du travail. Si les retraites se sont améliorées jusqu'aux années 80, c'est grâce au partage de la richesse produite et des gains de productivité. Ensuite, la part revenant au travail dans la richesse produite s'est réduite, en faveur des profits. Mais il n'y a pas de raison pour exclure les rééquilibrages de ce partage. C'est précisément parce que les gains de productivité sont bien plus faibles depuis 30 ans, qu'il est encore plus nécessaire de mieux les répartir. En gros, c'est le truc marxiste. Vous avez un type, il gagne 1 euro, il gagne 2 euros, il donne 1 euro à son ouvrier, il garde 1 euro dans sa poche. Là, vous vous rendez compte qu'il gagne 5 euros et pourtant, il donne qu'1 euro à l'ouvrier et il garde 4 euros dans sa poche. Vous voyez un peu l'arnaque? Bon, c'est ce qu'elle explique, c'est que tant que les deux gagnaient 1 euro, ça allait. Mais dès qu'il y a eu cette espèce de lubie de finalement ponctionner le profit sur l'ouvrier, sur le travailleur, sur son salaire, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est tout simplement que la non-redistribution équitable des richesses produites créait des écarts. Et ces écarts créaient un manque de cotisation entraîné par le fait que tout simplement, les individus ne sont pas égaux dans les ressources qu'ils sont censés pourtant produire au niveau du PIB. Parce que tout le monde participe au PIB, je suis désolé de vous le dire. Les retraites sont un choix de société. C'est un débat politique et citoyen qui devrait déterminer le modèle souhaité. Quelle répartition de la richesse produite entre le travail et le capital? Quelle part de la richesse produite consacrée à la protection sociale, notamment au financement des retraites, en tenant compte du fait que les proportions de retraités dans la population augmentent? La réduction du temps de travail a caractérisé historiquement le progrès social. Réduction sur la journée de semaine, l'année et l'ensemble de la vie. En 1981, l'âge légal de la retraite était abaissé de 65 ans à 60 ans.
C'est ensuite la réforme Balladur en 1993 qui a inversé le sens de cette évolution et inauguré la régression en allongeant la durée de cotisation pour la retraite. Puis à partir de 2003, l'argument du vieillissement démographique est devenu récurrent pour justifier la nécessité d'allonger la durée de vie active. Mais on vit plus vieux, il est normal de travailler plus longtemps, non ? Nous dirait Jean-Michel Droitard. L'espérance de vie augmente, certes, mais ce n'est pas nouveau. Elle augmente continuellement depuis 250 ans, à part les interruptions au moment des guerres, ce qui est une bonne nouvelle, à condition que ce soit en bonne santé. Cette augmentation n'a pas empêché que sur cette même période, la durée de travail individuel et collectif diminue continuellement. On est progressivement passé de la journée de 12 heures à 15 heures, 6 jours sur 7 au 19e siècle, à la semaine de 35 heures. De même, la durée du travail total sur l'année a diminué, avec l'instauration des congés payés. D'abord 2 semaines, puis progressivement 3, 4 et 5 semaines. C'est comme indiqué précédemment, un meilleur partage de la richesse produite en faveur du travail, qui a permis que l'accroissement de l'espérance de vie s'accompagne d'une diminution du temps de travail. Aujourd'hui, que la dégradation de la planète et du climat impose de reconsidérer la nature de ce qui est produit et de limiter la consommation des ressources non renouvelables. Il est nécessaire de poser la question de la réduction du temps de travail et non pas son augmentation. La question d'un retour à l'âge de départ à 60 ans fait partie de la réflexion. Travailler moins et mieux pour travailler toutes et tous. La diminution générale du temps de travail est également un moyen pour permettre de partager des tâches domestiques et parentales au sein d'un couple et éviter ainsi aux femmes de passer un temps partiel ou même de se retirer de l'emploi pour s'occuper du foyer et des enfants selon des stéréotypes de genre encore en vigueur. Sociabilisation de son... Ce sont les ouvrières de Bernard qui ont récupéré le contrôle de l'usine et récupèrent le fruit de leur travail. Je suis prêt à jeter mon gant à toute personne qui prétendra à la scientificité des travaux de Freud. Oh là là. Grave, logique. Hello Bobby Sand, j'espère que tu vas bien. Poser la question du sens du travail. Le lien entre retraite et travail se joue aussi d'une autre manière. Actuellement, la retraite est trop souvent vue comme une délivrance. Le travail doit être transformé afin de le soustraire à la logique de la rentabilité, à l'impératif de compétitivité, au stress, aux conditions dégradantes. En parallèle, la pénibilité de nombreux métiers doit être reconnue, en veillant à ne pas oublier celle qui caractérise les métiers féminins et prise en compte dans les conditions d'accès à la retraite. Le travail ne peut pas rester cette sphère retirée de la vie démocratique, lieu par excellence de subordination. Des droits nouveaux peuvent être obtenus pour que les salariés participent au choix de production et à sa nécessaire réorientation, en lien avec les besoins sociaux et environnementaux. Mais cela permettrait que le financement des retraites et plus globalement de la protection sociale soit fondé non pas sur l'augmentation de la production future, comme le répète en boucle le discours officiel, mais sur la nature, la qualité et la réorganisation de la production de biens et des services. Il est possible de lancer une véritable politique en faveur non seulement de l'égalité des salaires, ce qui sera aussi bénéfique pour les recettes de cotisation, mais aussi de la participation des femmes à l'emploi. Lever les obstacles qui les empêchent souvent de se maintenir à un emploi à l'arrivée de l'enfant implique de développer des modes d'accueil de la petite enfance et un coût abordable. Les emplois nouveaux doivent s'adresser aux hommes comme aux femmes. Il est temps d'en finir avec les stéréotypes des rôles genrés. Elle est dissexuée, mais je dis genrée. Enfin, petite liberté lyrique, évidemment. Et enfin, ah non, c'est pas fini, hein, mais il est possible d'agir sur les congés parentaux, sur le congé parental et paternel pour permettre aux pères et à tout parent de s'investir auprès des enfants dès leur naissance. Le congé parental pourrait être modifié de manière à ce qu'il soit partagé à égalité entre les deux parents, raccourci mais mieux rémunéré, pour ne pas les dissuader de le prendre.
Le congé de paternité devrait lui être allongé et rendu obligatoire, comme l'est en majeure partie le congé maternité. Ceci afin de protéger les pères de toute pression de leur employeur pour qu'ils y renoncent. Augmenter les salaires et le taux de cotisation, supprimer les allègements de cotisation. La période actuelle est une inflation a fortement augmenté. Les hausses de salaire deviennent encore plus urgentes. L'amélioration des salaires induira une croissance en volume, en cotisation bénéfique pour les ressources des caisses de retraite et seront également très bénéfiques. L'égalité des salaires entre les femmes et les hommes et la revalorisation de nombreux métiers à dominance féminine. Très bénéfique encore. Donc en gros, on va augmenter les salaires, hein, typiquement. Revenir à la durée des carrières réalisables à un calcul satisfaisant de la pension. On a indiqué que la durée des carrières attendues baisse et sont projetées à seulement 38 années pour la génération 2000, alors que la durée de cotisation exigée sera de 43 années. La législation a changé. Une telle évolution entraînerait des baisses des pensions bien trop élevées, et il est indispensable de revenir à une durée de carrière exigée qui soit en rapport avec la réalité. Il faut aussi prendre en compte la diversité des situations et intégrer ou améliorer la prise en compte des carrières longues, de la pénibilité. 4 des 10 critères retenus auparavant pour caractériser la pénibilité ont été supprimés par Macron en 2017. Des années d'études, des périodes de temps partielles. Ce serait un progrès d'indexer les pensions comme les salaires portés au compte, sur lesquels de base le calcul de la pension, sur la valeur la plus forte entre l'inflation et le salaire moyen. Car le passage en 1993 à une indexation sur le prix et non plus sur l'évolution du salaire moyen a été la principale responsable de la dégradation des pensions. Oui, moi je veux pas d'employeur, je veux vivre la libre activité. Totalement d'accord. À côté de ce grande orientation, diverses améliorations concrètes devraient faire l'objet de discussions et d'arbitrages. Il faut augmenter le minimum de pension. Ce doit être fait rapidement avec un calendrier déterminé et un niveau qui soit supérieur au seuil de pauvreté. Il faudrait aussi réintégrer des dispositifs de pension minimale dans les régimes complémentaires. Agricarco, Incanterc, RCI, IRCES, qui n'en sont pas. Supprimer la décote. La décote constitue une double pénalisation des carrières courtes, comme l'avait d'ailleurs reconnu Jean-Pierre Delvoye, haut commissaire à la réforme en 2019. Elle concerne 9% des femmes et 7% des hommes. Et elle oblige de nombreuses personnes, surtout les femmes, à attendre 67 ans, âge de taux plein, pour liquider leur retraite sous la décote. La première ministre Elisabeth Borne a déclaré le 1er septembre 2022 que pour faire une réforme juste pour les femmes, l'âge d'annulation de la décote resterait à 67 ans. Incroyable. Non mais vous savez quoi les femmes ? Je vais faire un geste pour vous, moi-même étant une femme. Vous travaillerez jusqu'à 67 ans. Voilà. Balèze. Balèze quand même. On gardera donc la décote très injuste et elle sera annulée au même âge qu'aujourd'hui. Où est le progrès ? La vérité est que les mesures prévues à ce jour aggraveront la situation des femmes et que rien de ce qui permettrait de l'améliorer n'est prévu. Le geste c'est un doigt, mais grave. Tu sais, genre, ils ont dû se dire dans le rendez-vous un truc du style oui, bonjour. Oui, madame la ministre, en fait, enfin la première ministre, excusez-moi, on s'est aperçu que, voilà, la décote en moyenne, c'est 67 ans pour les femmes. Voilà. Et du coup, on sait pas trop quoi faire comme idée. Vous me dites c'est 67 ans ? Oui. Bon, on va faire un truc. Je vais promettre d'arrêter ça. Comment ça ? Mais ça va nous coûter du pognon, Madame Borne. Vous savez bien qu'on est de droite, qu'on est vraiment des salauds, nous. On s'en fout des femmes. Oui. Non, mais je sais. Mais ce qu'on va dire, c'est que, comme la décote est à 67 ans, bah, je vais dire que je vais rien bouger. Mais en faisant croire que je vais bouger le truc. Je dirais,
un truc du style, bon, les femmes où la décote est 67 ans, ben, promis, elle s'arrête à 67 ans. Voilà. Oh, c'est formidable, Madame Borne. Bravo. Bravo, bravo. Oui, oui, dégagez de mon bureau maintenant. Hein. Je suis borné, vous me connaissez. Voilà. Non, mais c'est ça. C'est exactement comme ça que ça a dû se passer. Hein, vraiment, je vous jure. Donc, voilà. Incroyable. Donc. Ah là 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 là. Refonder la majoration des enfants pour les rendre forfaitaires et unifiés. Oula, alors là, je connais pas du tout. L'objectif de ces majorations devrait être de commencer les inégalités induites par la prise en charge des enfants assumées essentiellement aujourd'hui par les mères, en attendant que cette inégalité de prise en charge soit neutralisée par la progression de l'inégalité femmes-hommes dans la vie professionnelle, de l'égalité, pas de l'inégalité, hein, la progression de l'égalité femmes-hommes dans la vie professionnelle et personnelle, et facilite la création de modes d'accueil des petites enfances. Agir en parallèle en amont de la retraite pour faire progresser l'égalité est donc indissociable de toute réflexion sur l'amélioration du système. C'est pas mal, moi j'aime bien. Concrètement, un dispositif unique de majoration par enfant devrait remplacer à la fois la majoration de la durée d'assurance et la majoration de pension pour 3 enfants. Il sera plus juste en étant forfaitaire, que ce ne serait donc plus une majoration de durée de cotisation. Le montant reste à discuter. 50 € par mois ou plus pour chaque enfant élevé. Ce forfait pourrait être partagé, comme aujourd'hui, en une partie dite de maternité, versée de la mère, à une partie d'éducation, versée au choix du couple, de l'un ou l'autre, et partagée entre les 2 parents. Conclusion. On a zappé vraiment pas grand chose. On a zappé 2 pages, hein, sur tout le contenu. On est page 53. Vous avez vu, on avance vite. Hein. Améliorer les ressources du système de retraite, c'est possible. Les possibilités ne manquent pas, et de grandes orientations sont évoquées ci-dessus. Il a été possible de mobiliser des sommes énormes pour contenir à juste titre les conséquences du Covid. Mais des aides massives ont aussi été consenties aux grandes entreprises, sans contrepartie. C'est un choix politique. Et l'avenir des retraites est plus que tout un choix politique qui doit être porté dans le débat public. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, ce soir, en manif, sur le piquet de stream. C'était Joyeux Sociologue. Nous avons terminé cet ouvrage. Et je vous remercie du fond du cœur d'avoir tenu jusqu'au bout. Si vous avez des questions, des arguments, des discussions, des désaccords avec ce qui vient d'être dit. Et non, c'est pas Elevopsy, Basal. Ah là là, Basal, tu cherches toujours le ban, toi. Mais voilà. À vous, les studios. Non, 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 non. Là, il se prépare pour le prochain stream, voyons. Voyons. C'est, je crois que c'est Raka après. Mais voilà. C'est vrai, ça vous a plu. Je sais que c'était alambiqué par moment. Vous savez, c'est toujours compliqué. Alors là, c'est de l'économie profonde, hein, vraiment. Donc voilà. Non, c'est la tronche en live. Alors, non. Vous vous calmez tout de suite, les deux là. Voilà. Oui, Rashka, pardon. Rashka, évidemment. Rashka la barbare, évidemment. Rashka barbare, pardon. Voilà. Non, mais moi, je suis nul pour les pseudos. Hein. Oups. Les deux du fond là, les tic et tac là, ça parle d'Evopsy, c'est affreux. Bref, tout ça pour dire que la retraite, bah, c'est pas une simple affaire. Mais en fait, bah, c'est nous qui avons raison. Et c'est nous qu'on va gagner. Parce qu'on a les meilleurs arguments. Non? Vous trouvez pas? Moi je pense vraiment que vous avez les meilleurs arguments. Ce soir, quand on vous a donné les armes, un peu plus des arguments. Donc dès maintenant, puisqu'apparemment c'est les vieux, dès que vous allez voir des vieux, des gens que vous connaissez, etc. Bon, Basal, toi tu... Mais tu le fais exprès à chaque fois. Je te débanne. Voilà, c'était juste gratuit. Mais voilà. Mais si vous avez des gens qui croient que cette réforme est utile, et je crois qu'ils sont pas nombreux, 3 €. 3 €.
Vous leur faites un cours d'économie où vous lui dites de venir sur le piquet de stream, de regarder, voilà. Joyeux sociologue sur le piquet qui est passé. Et vous leur dites. Ils disent de la merde. Voilà, ils ont tort. En toute objectivité scientifique, macroéconomique. Voilà. Sociologique même. Voilà. Je peux utiliser, je m'appelle Joyeux sociologue. Sociologique. Tu sais, genre ils arrivent. Non, c'est sociologique, vous avez pas raison, vous dites de la merde. Voilà. Mais vraiment, je vous remercie, quoi. Parce que moi, ça me fait plaisir d'avoir pu parler de ce sujet-là à vous, qui êtes ici. Et voilà, quoi, d'avoir pu montrer un sujet comme ça, quoi. Vous savez, je vais vous raconter une petite anecdote sur moi. Quand j'étais en CAP, à ma terminale, je cherchais quoi faire de ma vie. Et j'avais eu... non, c'était... Attendez. Oui, si. Et j'avais eu un ami du collège avec qui j'avais gardé contact, qui m'a invité un jour chez lui, et m'a fait découvrir Franck Lepage, qui parlait d'un certain Bernard Friot sur les retraites. L'enjeu des retraites. Donc voilà, donc n'oubliez jamais que s'informer, c'est une lutte en soi. Et on n'est pas là pour discuter une fois qu'on a armé les bons gants. On est là pour se battre. Et on va réussir. Et merci pour les dons. N'hésitez pas à donner, évidemment. Donnez. N'oubliez pas, ça soutient des gens précaires pour aller en grève, en manif, pour se battre. C'est une modeste contribution. Si vous pouvez le faire, faites-le. Si vous ne pouvez pas, restez là. Si vous ne pouvez pas rester, partagez. Bref, soyez aux aguets. En tout cas, si Rashka, tu veux commencer, moi je suis prêt. Je peux terminer là-dessus. Si comme ça te fait 5 minutes de plus. Mais c'est comme tu veux. Je ne sais même pas ce que tu vas faire. Je n'ai pas regardé le programme. Tiens, je vais peut-être regarder ce que tu vas faire. Alors, pique de stream. En tout cas, merci beaucoup. Alors, Ta-ta-da. Alors, on va reprendre sur le classical. Évidemment. Évidemment. Alors, nous avons au piquet de stream. J'adore parce que c'était programmé, c'est bien programmé. Nous avons Rashkar Barbare qui va nous présenter On brûle tout dans The Flame in the Flood. Ouh, c'est du gaming ça. Ça va être bien. Ça va être bien. Merci, je suis sociologue, super conclusion avec Frio. C'est vrai, mais merci beaucoup. Mais moi j'ai plein d'histoires comme ça incroyables à raconter, mais je pense que tout le monde. Je peux venir en vocal sur Discord, si tu veux. Bah ouais, vas-y, let's go. Ah oui, non mais ça va être incroyable. Salut Ipsalis. Ça va être incroyable ce que nous prépare Rashka. C'est toujours de qualité. Voilà. C'était toi Rashka qui avait fait le... Coucou. Tu m'entends? Ouais. Ah, c'était toi qui avait fait le Frostpunk de droite, non? Oui, non, pas de droite. J'ai essayé d'être du côté des syndicats, j'ai pas rien. Ouais, voilà, ça c'est la phrase des patrons. Voilà, j'ai essayé d'aller vers les syndicats, mais c'était le MEDEF. Voilà. Moi, je leur ai tendu la main, et eux, genre, ils m'ont donné que du mépris. Oh, c'est pas vrai. Ah là, c'est incroyable. C'est incroyable comme ça sent la droitisation là du piquet de stream. C'est incroyable. Tu sais, la personne adorable, le sociologue, il est adorable. Hein. Quand je vais lancer mon stream, il dit que je suis de droite et il me laisse. Il fait voilà, ciao. Exactement. Il va, allez, bon stream, hein, ciao. Ah là, c'est horrible. Ne laissez pas les gens gérer le piquet de stream. Hein. Ils sont affreux après. Regardez, moi, je suis sur un quota de détestation. Là, tout le monde me déteste. Non? Mais moi, il y avait genre, pendant ma game, il y avait quelqu'un en fait qui m'a mis ouais, à la fin de ton stream, tout le monde va partir à droite et tout. Mais non, oh là, mais... Ah. Parce que je perdais à cause des ouvriers qui faisaient grève et tout. Non mais c'est ça qui est beau. Tu sais, genre ce jeu bien de gauche qui te fait comprendre que bon... C'est bien d'être de gauche, mais en fait, du coup, ça veut dire que ça annule le fait que c'est toi qui dirige, en fait. C'est ça. Tu sais, les jeux de stratégie, genre, je regarde, voilà, je suis suspendu au-dessus de vous, je prends des décisions qui influencent pas trop le fait que je prenne mon café dans mon bureau, et puis regardez, en fait, Oui, si, voilà.
Et du coup, eux, ils sont pas cons. Hein. Ils se disent mais attends, c'est qui prend le café dans le bureau là ou pendant qu'on en chie à grave là? Ah Mais ouais. c'est ça. Mais le pire en plus, c'est ce que j'ai dit, c'est que c'est le seul scénario de Frostpunk que j'ai jamais réussi à terminer. Il est trop dur, ça fait au moins 15 fois que je l'essaie, ça fait 15 fois que je perds. Enfin, au bout de 2 heures, j'ai perdu à chaque fois, je me fais virer parce que Non j'ai mais pas les t'inquiète, objectifs. moi aussi je perds la campagne en fait. J'arrive pas à la finir. À chaque Mais fois. celle-là, elle est trop dure. Elle hein. est trop dure, mais elle est géniale hein, par contre. Le scénario, je trouve, nid d'hiver, machin, c'est ouf. Et sinon, pour répondre à Ipséis, c'est qui d'ailleurs qui gère le piquet de stream. Alors le piquet de stream est géré par l'ensemble des bénévoles et des personnes évidemment. Après, on a un staff évidemment constitué de gens qui ont fondé le truc, hein, dont moi, Yukeno, Echarp, Klitsch, etc. Nous avons aussi des gestionnaires, des gens qui gèrent un petit peu le relais, etc. Et nous avons les référents et référentes qui gèrent les différents pôles, des pôles techniques, pôles machin, etc. Et nous ne sommes pas trotskistes, c'est pas des commissions dans lesquelles nous faisons scission. Voilà, je tiens à préciser. Voilà. Sur ce, je vais peut-être te laisser, Rashka, si tu es prête. Ou, Ouais, moi c'est bon, on peut faire la synchro tant que. Il est où le bouton de lancer le stream? Attends, j'ai pas vu de BS. Ah, c'est bon, commencer le streaming. Ok, c'est bon. Ok, ok. Quand tu veux. Moi, On je est suis bon? prête. Est-ce qu'ensemble on fait 3, 2, 1, go? Ouais, on va Allez, faire ça, ce sera c'est plus parti. Très bien, mesdames et messieurs, et pas messieurs, ou pas mesdames, c'est parti pour la passation. Ne bougez surtout pas, restez là. C'était Joyeux Sociologue, j'étais hyper content d'être avec vous. Et maintenant, je laisse la place à Rashka Barbare. C'est parti. 3, 2, simple. 2, 1. 1. Bonne année!